Bonjour à tous, aujourd'hui analyse de Groupe CRIT, spécialiste de l'intérim et de l'assistance aéroportuaire. Je l'ai déjà analysé sur ma chaîne mais je voulais la refaire plus proprement. Je suis actionnaire de l'entreprise, je suis donc biaisé dans mon jugement. Comme d'habitude, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. There's a certain wiring that's very useful. I am better! Ça m'excite! J'ai les tétons qui pointent! Oh! I'm talking about this. En 1962, Claude Cage crée le Centre de recherche industrielle et technique, CRIT, un bureau d'études et de calcul au service des industries mécaniques, électriques et informatiques. En 1972, il crée la branche intérim et la développe par croissance interne et externe. En 2000, la division aéroportuaire est créée, en faisant l'acquisition de 2 entreprises. En 2001, l'entreprise s'implante en Europe, en Suisse, en Allemagne et en Espagne. En 2005, l'entreprise étend son offre au service de recrutement. Par la suite, l'entreprise a continué de se développer à l'international, dont les États-Unis pour l'intérim, et à étendre son activité aéroportuaire. L'entreprise est spécialisée dans l'intérim, le recrutement et l'assistance aéroportuaire. L'intérim est un marché de plus de 420 milliards en 2021, plus de 500 milliards en comptant le recrutement. C'est un secteur très éclaté, 10 000 entreprises aux États-Unis. Et les gros acteurs ne représentent que 5% du marché environ. Les États-Unis représentent à eux seuls 30% du marché avec 170 milliards. La France est un marché de 30 milliards. Groupe CRIT est la 27e entreprise mondiale dans l'intérim, 5e en France. Ils ont environ 8 000 salariés en CDI et 50 000 intérimaires en équivalent temps plein. L'intérim et le recrutement représentent plus de 80% du chiffre d'affaires du groupe. L'aéroportuaire représente 14% du chiffre d'affaires. Les 3/4 du chiffre d'affaires sont faits en France, 10% en Europe et 11% aux États-Unis. Ils ont une volonté de croître à l'international. Pour l'intérim, vous connaissez le principe, je pense. Les entreprises passent par Groupe CRIT pour recruter du personnel pour des périodes plus ou moins longues. À savoir qu'une partie des intérimaires du Groupe CRIT sont en CDI dans le groupe. Il faut aussi du recrutement, ce qui permet aux entreprises d'externaliser une partie des ressources humaines. Pour la partie aéroportuaire, ils sont numéro 1 en France et top 10 mondial. Ils s'occupent de tout, l'enregistrement, l'embarquement, le chargement des bagages, le repoussage d'avions. Ils sont présents sur plusieurs gros aéroports comme Roissy-Charles de Gaulle, Nice, Heathrow, le plus grand aéroport de Londres, et d'autres en Irlande ou en Afrique notamment. Ils sont présents sur 2 aéroports d'affaires, le Bourget en France et London City Airport à Londres. Cette partie des activités est bien plus margée que l'intérim, environ 2 fois plus. Mais ils passent des contrats avec les aéroports et les compagnies aériennes, et en cas d'inflation des salaires, comme en 2022-2023, il faut qu'ils arrivent à renégocier les contrats pour ne pas voir leur marge se réduire. A savoir aussi que c'est un marché régulé. En France, il faut obtenir une licence pour avoir accès aux pistes. Il n'y a que 3 prestataires pour Paris-Charles de Gaulle, et 4 pour Orly. Si d'autres entreprises veulent travailler, elles ne pourront le faire qu'en tant que sous-traitants. Au Royaume-Uni, le marché est ouvert. Les aéroports fixent régulièrement des critères sur les compétences à avoir. En Afrique, ce sont des concessions monopolistiques, avec des contrats plus ou moins longs. Ils ont aussi des activités en ingénierie, mais ça ne représente pas une grosse partie du chiffre d'affaires, environ 5%. La croissance se fait de manière organique, en ouvrant de nouvelles agences par exemple, ou de manière externe, en faisant des acquisitions. Comme vu dans la partie d'avant, c'est un marché éclaté. Ça permet aux petits acteurs comme Groupe CRIT de faire des acquisitions pour grossir, et se développer dans de nouveaux pays. De plus, la moindre acquisition peut faire grossir le groupe. Là où un gros comme Randstad ou Adecco devra faire soit plein de petites acquisitions, avec le risque d'avoir du mal à les intégrer, soit de grosses acquisitions, mais plus difficiles. En 2022, ils ont acquis OkJob, une boîte suisse assez rentable si mes calculs sont bons, et pas trop cher, 0,25 fois le chiffre d'affaires, soit moins de 10 fois les bénéfices. En décembre 2023, ils ont annoncé l'acquisition de OpenJob Métis en Italie, 6e entreprise du secteur. Le prix peut paraître élevé, à presque 17 fois les bénéfices, mais il y a une possibilité d'augmentation des marges. Groupe CRIT comme Synergie a des marges intéressantes en Italie, et s'ils arrivent à aligner les marges de OpenJob Métis sur les leurs, l'acquisition ne serait pas si chère que ça. Surtout qu'ils récupèrent plus de 800 millions de chiffre d'affaires d'un coup. Il faut encore que les autorités de la concurrence acceptent, mais ça devrait se faire d'ici quelques mois. Le groupe devrait donc faire plus de 3,3 milliards de chiffre d'affaires en 2024. Mais les marges devraient être plus faibles du coup, en attendant que les synergies se fassent. Je prendrai les chiffres de 2022,
car ceux de 2023 sont à peine sortis et on a peu de détails. Je commencerai par dire que les 5 premiers clients font 11,5% du chiffre d'affaires, les 10 suivants 10,4%. Les 15 premiers clients font donc 22% du chiffre d'affaires. Peu de risque en cas de défaut d'un client donc. Pour les résultats, en 2022, le chiffre d'affaires était de 2,336 milliards, pour un résultat net de 71 millions, dont 68 millions attribuables au groupe. Cette différence s'explique par le fait que le groupe consolide entièrement des filiales qu'il ne possède pas à 100%. Il y a donc 100% du chiffre d'affaires, mais le résultat net est retraité à la fin. Pour le calcul des marges, il faudrait plutôt regarder le résultat net global. Selon la part que vous possédez dans une entreprise, vous pouvez la consolider entièrement ou partiellement. On peut prendre l'exemple de Dassault Aviation qui consolide les 25% de Thales qu'elle possède, et qui gonfle le résultat net, mais pas le chiffre d'affaires. Vous vous retrouvez avec un résultat net supérieur à l'EBIT. Il faut faire attention quand vous analysez certaines entreprises donc. Mais revenons à Groupe Crit. Si on regarde sur 20 ans, il y a une belle croissance, avec une grosse baisse pendant le Covid. Logique pour une entreprise qui fournit des travailleurs aux entreprises. Le résultat net est presque tombé à zéro en 2020, à cause de la partie aéroportuaire qui était à l'arrêt, mais où les salariés sont en CDI. Il y a aussi une autre raison, la taxe CVAE, mais on en reparle plus loin. En termes de chiffres, ça donne 4% par an de croissance du chiffre d'affaires sur 20 ans. Mais n'oublions pas que la croissance vient essentiellement d'acquisitions, et qu'ils ont accumulé du cash ces dernières années pour en faire une grosse. Si on estime le chiffre d'affaires 2024 pour le calcul, en prenant en compte l'acquisition de OpenJob Métis, ça donne 5,6% par an. Si on regarde l'évolution de la marge nette sur 20 ans, on voit une belle croissance à partir de 2014, qui correspond au développement de la partie aéroportuaire. La médiane est à 2,4% sur 20 ans, mais 2,9% sur 10 ans, avec une belle moyenne à 3,5% entre 2014 et 2018. Ça peut paraître faible, et je sais que certains n'aiment pas les entreprises avec des faibles marges, mais c'est lié au secteur d'activité. Et on verra dans la partie concurrence que Groupe Crit est bien placé. Niveau croissance, on est donc sur 6,4% par an sur 20 ans, hors acquisition de OpenJob. Avec les estimations pour 2024, on est sur 7,6% par an. Mais s'ils arrivent à aligner les marges de OpenJob sur celles du groupe, on monte à plus de 8% par an, en sachant qu'ils ont encore du cash pour des acquisitions. Pas incroyable comme croissance, mais une belle croissance quand même. Et comme on verra plus loin, avec la suppression de la CVAE, la marge nette pourrait augmenter. Si on regarde le bilan, il y a pas mal d'immobilisation incorporelle, surtout du goodwill, lié aux acquisitions. Il est amorti au fur et à mesure. Ensuite, vous avez des immobilisations corporelles, essentiellement des droits de location, car ils louent leurs locaux. Dans la partie actifs courants, vous avez pas mal de créances clients, et beaucoup de cash. Ils ont dans l'optique de faire des acquisitions, d'où l'accumulation de cash. Avec leur trésorerie et en payant entre 0,25 et 0,3 fois le chiffre d'affaires, ils peuvent donc faire plus d'1 milliard de chiffre d'affaires d'acquisition, ce qui correspond à 40% du chiffre d'affaires actuel. On a vu qu'ils ont fait l'acquisition de OpenJob Métis en Italie, 800 millions de chiffre d'affaires pour environ 220 millions d'euros. Il va leur rester du cash donc. Niveau passif, la dette est liée au contrat de location. La partie dette fiscale et sociale représente les salaires à verser, il me semble, à mettre en comparaison aux créances clients en face. Une partie des créances est à facturer. Bilan très sain comme vous pouvez le voir, il ne s'endette pas pour les acquisitions. Je vous mets le tableau de flux de trésorerie. Il faut faire attention à la capacité d'autofinancement, qui est faussée par le CICE, un crédit d'impôt. Ça ne s'applique plus en 2023. Le free cash flow est faussé par la dette locative. Il faut le recalculer manuellement. Je reviens sur la CVAE. C'est une taxe sur les chiffres d'affaires auquel on déduit les achats de marchandises, en gros. Le problème de Groupe Crit, qui est dans le service, c'est qu'ils n'achètent rien. Ils payent donc la CVAE sur leur chiffre d'affaires complet, presque. Je vous mets le tableau des impôts pour 2022. L'impôt aurait dû être de 26%, il se retrouve à 34%. Si on regarde en 2020, le résultat net était presque nul car le résultat était faible, mais aussi à cause de la CVAE, qui fait apparaître un taux d'imposition de 90%. Pour ma première vidéo, j'avais contacté le directeur financier du groupe qui m'expliquait que cette taxe devrait baisser pour disparaître sur 4 ans. Sur 2022, le taux d'imposition total est de 33,5%. Sur 2023, ils s'en mettent de 31%. Ce qui permet, avec un résultat avant impôt supérieur de 2,5 millions, d'avoir 4 millions de plus après impôt par rapport à 2022. On peut donc imaginer que les marges devraient augmenter grâce à la disparition de cette taxe. Si on fait le calcul de la marge nette, en prenant un taux d'imposition de 26%, on arrive à 3,3% en 2023, avant retraitement des participations minoritaires. À surveiller sur les années à venir donc. Et à savoir qu'il y a une taxe à peu près équivalente en Italie. Si on regarde les résultats 2023, même si on n'a pas les détails, on peut voir que la croissance vient de la partie aéroportuaire et de l'acquisition de OKJob en Suisse.
On peut voir que le résultat opérationnel est plus faible qu'en 2022, compensé par un bon résultat financier, lié à la grosse trésorerie du groupe. La hausse des taux n'est pas un problème pour tout le monde. On verra que ces résultats en baisse sur 2023 ne sont pas propres à Groupe REIT, les gros acteurs ont souffert aussi, et même plus que Groupe REIT. Pour 2024, les perspectives sont moyennes sur l'intérim, mais plutôt bonnes sur la partie aéroportuaire. Il y aura une forte croissance des chiffres d'affaires avec l'acquisition de OpenJob Métis, mais les marges risquent d'être plus faibles tant que le groupe améliore celles de OpenJob, qui sont à 1,9% sur 10 ans. Pour le roadshow, il est faussé par tout le cash, on est vers 12%, mais si on retraite d'une partie du cash, on est plutôt sur du 20% facile. Et ça, même avec des marges nettes de 3%. C'est un business avec très peu de capex. Mais on a vu que la croissance venait surtout des acquisitions, et qu'il payait environ 10 fois les bénéfices, donc avec une rentabilité de 10%. 75% du capital est détenu par la famille fondatrice. Si vous regardez en détail, c'est un peu compliqué, car il y a des actions en usufruit, en nue propriété et en pleine propriété. Il faut se fier au total indiqué. A savoir qu'une des filles du fondateur n'est pas dans le groupe, mais possède quand même 15% du capital. Le fondateur de l'entreprise est resté à sa tête jusqu'en 2022, à son décès. Une de ses filles a pris le relais depuis, son autre fille est à la direction, en sachant que les deux étaient déjà à la direction avant son décès. La famille représente 3 des 5 administrateurs et il n'y a qu'un seul indépendant. On peut noter qu'il n'y a qu'un seul homme. Est-ce qu'on a quelque chose à faire? Absolument pas, tant que les filles du créateur de l'entreprise font le boulot. Niveau direction, les 2 filles sont donc aux commandes. Salaire fixe, pas de stock option. La famille loue des locaux au groupe. C'est marqué au prix du marché, il faudra vérifier. Mais les montants ne sont pas énormes, alors bon, on n'est pas sur les royalties de Katana. C'est donc une entreprise purement familiale, j'adore ça. Niveau RSE, du blabla comme toujours. Ils veulent former leurs salariés pour développer leurs compétences, lutter contre les discriminations d'embauchant des handicapés, entre autres. Je vous mets la répartition des effectifs en CDI selon l'âge et le sexe. De la partie intérim, majoritairement des femmes, et la répartition dans l'aéroportuaire, majoritairement des hommes. Et là, bizarrement, ça pose problème. Il faut plus de femmes. 82% de femmes, ça va, 76% d'hommes, ça ne va pas. La fameuse égalité. Sinon, même eux sont touchés par l'écologie. Véhicules du groupe pas trop polluants, recyclage des déchets électroniques et des cartouches d'encre, utilisation de moins de papier par la dématérialisation des documents et utilisation de papier recyclé. Je n'ai pas encore fait de générique pour la partie risque, alors pour le moment elle restera avec les RSE. Les plus gros risques sont l'évolution de la réglementation liée au travail, que ce soit le temps de travail, les charges, ce genre de choses, le renouvellement des licences pour l'aéroportuaire, s'il y a plus de licences accordées par exemple, il y a un risque de perte de part de marché, ou si leurs licences ne sont pas renouvelées car elles font du mauvais travail. Le risque sanitaire, s'il y a de nouveaux confinements, le risque économique, la partie intérim évolue au rythme de l'évolution du PIB. S'il n'y a pas de croissance du PIB, pas de croissance de l'activité intérim. La partie aéroportuaire a un bêta plus élevé, c'est-à-dire qu'elle évolue plus rapidement que le PIB dans un sens comme dans l'autre. Pour la concurrence, comme vu dans la partie activité, il y a quelques géants. Randstad est le leader, avec une belle croissance, essentiellement par acquisition, et des marges correctes. Mais vous voyez qu'elles ne sont pas supérieures à Groupe REIT. 2,63% sur 20 ans, 2,71% sur 10 ans. Ensuite, on a Adecco, groupe suisse, la plus mauvaise. Presque pas de croissance malgré 5 milliards d'acquisitions. Plus que Randstad, mais Randstad a multiplié par 3 son revenu, quand Adecco a pris 50%. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Et niveau marge, c'est pire. 2,48% sur 20 ans, 2,36% sur 10 ans. En plus, ils sont endettés. Ensuite, on a Manpower, groupe américain. C'est pas terrible non plus. Peu de croissance, même s'il y avait une hausse des bénéfices sur la période 2014-2019, les marges sont faibles. 1,71% sur 20 ans, 2,11% sur 10 ans. En fait, c'est peut-être la plus mauvaise. En tout cas, rien de sensationnel niveau concurrence. Les géants devraient être plus efficients de par leur taille, mais on voit que ce n'est pas vraiment le cas. De plus, même en étant énormes, ils n'ont que 4 à 5% du marché, ce qui laisse de la place pour Groupe REIT de faire des acquisitions pour croître. Je n'ai pas mis Synergie car j'ai une vidéo dessus, et je vais en refaire une. Synergie est au même niveau que Groupe REIT, 2 belles sociétés familiales bien gérées. Niveau dividende, ce n'est pas régulier. Le payout ratio est faible, hors dividende exceptionnel. Ils veulent croître et faire des acquisitions, et préfèrent donc garder le cash. Il y a eu un dividende exceptionnel en 2023, de 3,50 €. Ils ont annoncé 1 € pour cette année.
Sachant que l'entreprise appartient à 75% à la famille, il pourrait faire remonter le cash par le versement du dividende. Mais il préfère faire grossir l'entreprise. C'est intéressant. L'entreprise a été introduite en bourse en 1999, à 4 € si je me fie à Coifin, plutôt 5 € selon Zone Bourse, ce qui donne une perf entre 11 et 12% par an, à voir si le dividende est comptabilisé dans les graphiques. Il partage les volumes et la variation du cours de bourse sur les 18 derniers mois, se terminant en février 2023. Comme vous pouvez le voir, il y a très peu de volume, environ 40 000 par mois, ce qui fait moins de 3 millions d'euros. C'est donc très compliqué pour les gérants de fonds de se positionner sur une telle action. Il y a seulement 12% de flottants. C'est pas vraiment un problème pour nous. En janvier, le groupe a racheté la participation d'un fonds d'investissement. Il détenait 5% du capital. C'était un family office. Le fonds gère l'argent d'une famille, ou plusieurs. Le groupe a racheté 562 000 actions, en sachant que le fonds en possédait 626 000 fin 2022. Je pense qu'ils avaient commencé à liquider sur le marché, mais que le groupe a préféré racheter le reste pour ne pas plomber le cours pendant des mois. On a vu qu'il y avait moins de 3 millions d'euros échangés chaque mois. La participation du fonds représentait plus de 40 millions d'euros. Impossible de sortir proprement d'une telle position sur un titre aussi peu liquide. Le groupe ne compte pas annuler les actions, mais sûrement les utiliser pour de potentielles acquisitions ou les remettre sur le marché. Car 40 millions d'euros après l'acquisition de OpenJob à plus de 200 millions, ça bouffe pas mal de trésorerie. Techniquement, elle est un peu au milieu de nulle part, à 72 €. Ça pourrait remonter vers 81, comme redescendre facilement vers les 68, voire plus bas jusqu'à 62, qu'elle a touché fin octobre, début novembre l'année dernière. Donc là, c'est un peu difficile. On verra dans la partie valorisation que déjà autour des 72, 68, c'est déjà intéressant. Historiquement, elle se paye 11 fois les bénéfices, mais je prendrai 12, ce qui se fait pour les gros du secteur. Les estimations de Zone Bourse ne prennent pas en compte l'acquisition de OpenJob, alors je vais le faire manuellement. Les estimations pour Groupe REIT sont de 74 millions de bénéfices, et pour OpenJob de 15 millions. Ça donne 89 millions. À 12 fois les bénéfices, on serait à 96 €. À 5 ans, c'est plus difficile. Il reste du cash et chaque année, ils vont en accumuler, ce qui permettra encore de la croissance. Et il y a la possibilité d'évolution des marges de OpenJob. Je prendrai 3,8 milliards de chiffre d'affaires avec 3% de marge nette. Ça fait 500 millions de chiffre d'affaires de croissance, en sachant que s'ils payent 0,3 fois le chiffre d'affaires, ça coûterait 150 millions, cash qu'ils ont presque. Ça ne prend pas en compte le cash futur donc. Et je ne prends pas en compte le potentiel de la partie aéroportuaire. La marge nette devrait s'améliorer s'ils arrivent à améliorer celle de OpenJob et avec la baisse de la CVAE. Donc je pense que 3% est tenable. Avec tout ça, on serait à 114 millions de bénéfices. À 12 fois, on serait donc à 123 €. Au cours actuel d'environ 72 €, on a 11,3% par an de rentabilité, hors dividende. Dividende qui pourrait être de 1 à 1,5%, donc 12-13% de rentabilité annuelle. Mais j'ai été plutôt conservateur. Avec 70 millions de cash par an à investir, la croissance pourrait être bien supérieure. En résumé, Groupe REIT est une entreprise familiale bien gérée. La croissance n'est pas énorme, mais faite sans endettement. On a vu qu'elle était plus rentable que la concurrence. La partie aéroportuaire pourrait tirer la croissance dans les années à venir. En plus de ça, c'est une entreprise facile à comprendre. Si vous voulez commencer à analyser des entreprises, je vous conseille de commencer par ce genre d'entreprise. J'aime beaucoup ce genre d'entreprise où la famille détient la majorité du capital et fait ce qu'elle veut. Il faut faire attention aux conventions réglementées, mais sinon, en tant que petit porteur, on est dans le même bateau que la famille. Donc si la famille a un bon historique de gestion et a des objectifs qui nous correspondent, on peut dormir tranquillement. Souvent, ce genre d'entreprise a des objectifs long terme clairs et s'en fout de faire plaisir aux investisseurs à court terme. Contrairement à des entreprises gérées par un PDG qui a peur de sauter en cas de mauvais résultats, ou qui a son salaire basé sur des objectifs de chiffre d'affaires plutôt que de rentabilité par exemple. Comme vous l'aurez compris, je suis très positif sur Groupe REIT. C'est le genre d'entreprise simple à comprendre, qui ne fait pas rêver par leur business ennuyant, mais avec un bel historique et une famille à sa tête qui ne se gave pas sur le dos des petits porteurs. J'ai prévu de refaire la vidéo sur Synergie aussi, qui est à peu près dans le même cas que Groupe REIT. J'attends leurs résultats 2023. Ce sera tout pour cette analyse de Groupe REIT. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à liker, à partager, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Oh, Cadillac car.